Il n'avait que 5 ans. Il était couvert de boue, saignait d'une coupure à la joue et tremblait de peur. Mais il ne s'arrêta pas de courir avant d'avoir atteint le trône de l'homme le plus redouté du pays. Toute la meute se figea. Les gardes dégainèrent leurs armes, mais le petit garçon ne recula pas. Il regarda le roi Alpha Callan Sterling droit dans les yeux et hurla 3 mots qui changèrent tout. Il la tue. Ce qui se passa dans les 10 minutes suivantes ne fit pas que briser le protocole. Cela faillit déclencher une guerre. Car lorsque le roi Alpha suivit ce louveteau jusqu'au quartier des domestiques, il ne trouva pas seulement une victime. Il découvrit le seul secret que la meute lui cachait depuis 6 ans. Et quant au châtiment qu'il infligea, disons simplement que personne dans la meute d'Obsidian Lake ne ferma l'œil cette nuit-là. Les lustres à l'intérieur de la propriété Sterling valaient plus que la plupart des maisons de la ville de Seattle. C'était le gala d'argent annuel, la nuit où la meute d'Obsidian Lake, la meute de loup-garou la plus dominante de la côte ouest, étalait sa richesse et sa puissance. Le roi Alpha Callan Sterling était assis sur un fauteuil en velours à haut dossier en bout de table, faisant tournoyer un verre de whisky ambré. Il avait 32 ans, des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau et des yeux de la couleur de l'acier trempé. Il s'ennuyait. Il détestait ces événements. Il détestait la façon dont les omégas des meutes visiteuses se jetèrent sur lui, désespérés de devenir la Luna du territoire le plus puissant d'Amérique du Nord. Il détestait la politique. « Alpha », murmura son bêta, un homme nommé Jackson Ridley, en se penchant vers lui. Jackson était séduisant d'une manière un peu trop lisse, comme un politicien, vêtu d'un costume Armani sur mesure qui coûtait 5 000 $. Le sénateur Mitchell pose des questions sur le conflit territorial près des Cascades. « Dois-je m'en occuper ?» Callan hocha la tête, écoutant à peine. « Occupe-t'en, Jackson. Ne lui promets simplement aucune terre. » La salle était remplie du tintement léger du cristal et du bourdonnement des conversations polies. L'air sentait le parfum coûteux et le canard rôti. C'était parfait. C'était immaculé. Et puis, les massives portes en chêne au bout de la salle ne firent pas que s'ouvrir. Elles s'écrasèrent contre les murs avec un fracas de tonnerre. La musique s'arrêta instantanément. 300 têtes se tournèrent. Sur le seuil se tenait un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 5 ans. Il portait un t-shirt 3 tailles trop grand pour lui et taché de graisse. Il n'avait pas de chaussures. Ses pieds étaient couverts de boue, laissant des empreintes sales sur le sol de marbre impeccable. « Arrêtez-le !» aboya Jackson, le visage tordu par l'agacement. « Sécurité ! Sortez ce bâtard d'ici !» 2 exécuteurs massifs, des hommes bâtis comme des joueurs de football américains, s'avancèrent pour se saisir de l'enfant. « Non !» hurla le garçon. Sa voix n'était pas un gémissement. C'était un rugissement minuscule, immature, mais il contenait un grognement qui fit vibrer la poitrine de chaque loup présent dans la pièce. Le garçon esquiva le premier garde avec une vitesse surnaturelle pour un enfant humain, glissant entre ses jambes. Il se précipita dans l'allée centrale, respirant bruyamment, des larmes coulant sur son visage barbouillé de terre et de sang frais. Callan se redressa sur son siège. Le verre de whisky dans sa main s'immobilisa. Le second garde bondit, saisissant le garçon par le col de son t-shirt. « Je te tiens, petit rat !» Le garçon ne pleura pas. Il tourna brusquement la tête et planta ses dents dans la main du garde. « Ah !» Le garde le lâcha, sous le choc. Le garçon tomba au sol, se releva et courut les 10 derniers mètres jusqu'à l'estrade où siégeait Callan. Il tomba à genoux au pied du fauteuil de l'Alpha, sa petite poitrine haletante. Le silence était total dans la salle. On aurait entendu une épingle tomber. Approcher le roi Alpha sans permission était une sentence de mort. Callan baissa les yeux. Le garçon leva les siens, et pendant 1 seconde, le cœur de Callan s'arrêta. Le garçon avait des cheveux sombres en bataille et des yeux d'un gris acier saisissant et perçant. « Mes yeux », pensa Callan. La ressemblance était terrifiante. « Alpha », dit Jackson en accourant, le visage pâle. « Je suis tellement désolé. La sécurité au périmètre. Je ferai licencier les gardes. Je vais emmener le garçon aux cellules. » Callan leva une main. Jackson se figea en plein élan. Callan se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Il regarda l'enfant tremblant. Il pouvait maintenant sentir l'odeur du garçon. Il sentait la peur, la vieille huile de moteur et la menthe d'hiver. « Qui es-tu » demanda Callan d'une voix basse et grondante. Le garçon essuya son nez sur son bras. Il tremblait, mais pointa un doigt tremblant vers la sortie arrière du domaine, vers les vieux garages de service. « Je m'appelle Abigail », lâcha le garçon dans un sanglot. « S'il vous plaît, la méchante dame et l'homme avec la cicatrice. Ils lui font du mal. » « Du mal à qui ?» demanda Callan. « Ma maman », sanglota Abigail.
sa bravoure finissant par s'effondrer. Ils ont dit qu'ils allaient l'endormir comme un chien parce qu'elle a fait tomber le vin. Le loup de Callan, une bête qui dormait habituellement au plus profond de lui, se réveilla soudainement et s'écrasa contre sa cage thoracique. Protégé, Callan se leva. Il mesurait 1,93 m, une tour de muscles et de dominance. La salle tressaillit. « Jackson », dit Callan d'une voix d'un calme mortel. « Qui se trouve au garage de service ce soir ?» Jackson transpirait maintenant. Il transpirait visiblement. « Je ne suis pas sûre, Alpha. Juste le personnel de nettoyage. Juste des omégas. Écoutez, ce gamin ment probablement. C'est une diversion. Laissez-moi m'occuper d'Abigail. Montre-moi, dit Callan, ignorant son bêta. Il descendit de l'estrade et s'agenouilla sur un genou devant l'enfant. Un acte de soumission qui fit halter la foule. Il tendit la main et essuya délicatement une trace de sang sur la joue du garçon. Abigail saisit la grande main du roi Alpha avec ses petits doigts sales. « Cours », murmura Abigail. « Nous devons courir. » Callan ne courut pas. Il bougea avec la vitesse prédatrice d'un tueur. Il souleva Abigail dans ses bras, ruinant son costume à $10 000 avec la boue, et s'élança vers la sortie. « Personne ne quitte cette pièce », ordonna Callan par-dessus son épaule à l'assemblée d'invités terrifiés. « Si quelqu'un bouge, mes gardes lui arrachent la gorge. » Callan traversa les couloirs du domaine au pas de charge. Abigail, agrippée à son cou, enfouissait son visage dans l'épaule de Callan. « Est-elle une louve ?» demanda Callan, alors qu'ils sortèrent de la maison principale dans l'air frais de la nuit. « Elle est faible, » murmura Abigail. « Elle ne peut plus se transformer. Ils lui ont donné l'eau qui brûle. » De l'aconite. La mâchoire de Callan se crispa si fort que ses dents claquèrent de manière audible. Quelqu'un droguait un membre de la meute à l'aconite sur son propre territoire. Ils atteignirent le vieux garage de service, un bâtiment en métal ondulé utilisé pour entreposer l'équipement de jardinage et la flotte de véhicules utilitaires ou au sport de la meute. C'était loin du glamour de la salle de bal. Cela sentait l'essence, la rouille et l'odeur du sang. Callan s'arrêta devant la porte métallique. Il pouvait entendre des voix à l'intérieur. « Espèce de garce maladroite et inutile !» ricanait une voix féminine. Callan la reconnut. C'était Lydia, la gouvernante en chef, une femme que Callan employait depuis 5 ans. Cette bouteille de merlot millésimé coûtait $3 000. C'est plus que ce que vaut ta vie. Un bruit sec retentit, le son d'un fouet ou d'une ceinture lourde frappant la chair. Il n'y eut aucun cri, juste un gémissement bas et douloureux. C'était pire qu'un cri. Cela signifiait que la victime y était habituée. « S'il vous plaît », haleta une voix de femme. Elle était rauque, brisée. « Je paierai pour cela. Je ferai des heures supplémentaires. »« S'il vous plaît, Lydia. Abigail va bientôt se réveiller. »« Ce bâtard !» Une voix d'homme éclata de rire. Callan reconnut celle-là aussi. C'était brutal, grave. C'était la voix de Silas, l'un des gardes du corps personnel de Jackson. Le bêta Jackson a dit que si le gamin causait encore des problèmes, nous le jetterions dans la rivière. C'est une abomination de toute façon. Regardez-le. Aucune odeur de loup pour le moment. « Non !» hurla la femme, le son se déchirant de sa gorge. « Touchez à mon fils et je vous tue. Je le jure par la déesse de la lune. Tu ne feras rien du tout, » rit Silas. Callan ne prit pas la peine d'ouvrir la porte. Il leva la jambe et fit sauter la porte en acier de ses gonds d'un coup de pied. La feuille de métal vola dans la pièce avec un fracas assourdissant, glissant sur le sol en béton. À l'intérieur, la scène était un cauchemar. Une femme était enchaînée par les poignets à un palan habituellement utilisé pour les moteurs de voiture. Elle tournait le dos à la porte. Son uniforme était en lambeaux, révélant des zébrures rouges et vives sur sa peau pâle. Elle était maigre, d'une maigreur affamée. Ses cheveux, un amas emmêlé de blond doré, pendèrent sur son visage. Lydia tenait une épaisse ceinture de cuir. Silas était appuyé contre un établi, buvant une bière. Ils se figèrent tous les deux. Silas lâcha sa bière qui vola en éclats. Lydia devint livide, la ceinture glissant de ses doigts. « Ah, Alpha, Callan. » Callan entra dans la pièce. La température sembla chuter de 10 degrés. L'air crépitait de ses phéromones, une pression suffocante et lourde qui forçait les loups à se mettre à genoux. C'était l'ordre de l'Alpha. « À terre !» dit Callan. Un seul mot. Lydia et Silas n'eurent pas le choix. Leurs genoux percutèrent le béton alors que leur loup les forçait à la soumission. Ils gémirent, pressant leur front contre le sol sale. Callan ne les regarda pas encore. Il regarda la femme suspendue aux chaînes. Elle n'avait pas levé les yeux. Elle tremblait, la tête basse. Elle murmura « Abigail, Abigail, cours, mon bébé, ne regarde pas. »« Maman !» hurla Abigail depuis les bras de Callan.
Câline posa le garçon au sol. Abigail fonça vers sa mère, entourant ses petites jambes de ses bras. « J'ai trouvé de l'aide, maman. J'ai ramené le roi. » La femme leva lentement la tête. Elle se tourna, les yeux écarquillés par la terreur pour regarder l'homme qui se tenait sur le seuil. Quand leurs regards se croisèrent, Câline eut l'impression d'être frappée par la foudre. Ses yeux étaient bleus. Pas seulement bleus, ils avaient la couleur des lacs glaciaires des hautes montagnes. Il connaissait ses yeux. 5 ans auparavant, lors d'un voyage diplomatique dans les territoires du Sud, Câline avait eu une aventure d'une nuit. C'était la nuit de la lune de sang. Il était dans un brouillard, son instinct de reproduction prenant le dessus. Il avait rencontré une femme dans les bois, une renégate qui s'était introduite sur le territoire. C'était primaire, intense. Et le lendemain matin, à son réveil, elle était partie. Il avait suivi son odeur sur des kilomètres, mais elle s'était évanouie près d'une rivière. Il avait supposé qu'elle s'était noyée ou qu'elle avait été tuée par des chasseurs. Il n'avait jamais connu son nom. Il ne se souvenait que de l'odeur, vanille et pluie. « Toi », souffla Câlin. La femme, Séraphina, le regarda avec un mélange d'amour et d'horreur absolue. « Câlin », murmura-t-elle. Elle connaissait son nom. Câline s'avança, ignorant les traîtres rampant au sol. Il tendit les mains et déchira les chaînes de fer à main nue, brisant les maillons de métal comme s'ils étaient un fait de papier. Séraphina s'effondra. Câlin la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle était si légère, beaucoup trop légère. Il pouvait sentir chaque côte. Elle leva les yeux vers lui, du sang coulant de sa lèvre. « Ne les laisse pas faire du mal à Abigail, haleta-t-elle, sa main agrippant son revers. C'est juste un petit garçon. »« Oh, c'est mon fils, » dit Câlin, sa voix tremblant d'une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il regarda le garçon avec ses yeux, son nez, son menton, puis il regarda Séraphina. « Et tu es ma compagne. » La réalisation tomba sur la pièce comme une bombe. Lydia, toujours plaquée au sol, laissa échapper un petit cri de terreur pure. « Sa compagne », murmura Lydia. Mais Jackson a dit qu'elle n'était qu'une traîne misère. Il a dit que c'était un déchet. Câline déposa doucement Séraphina au sol, enlevant sa veste de smoking et l'enveloppant autour de ses épaules frissonnantes. Il attira Abigail près de lui, protégeant le garçon sous son bras. Puis il se tourna vers Lydia et Silas. Ses yeux passèrent du gris acier à un rouge démoniaque et incandescent. Ses canines s'allongèrent. « Vous avez touché à ma compagne », grogna Câlin, le son faisant vibrer les murs métalliques du garage. « Et vous avez traqué mon héritier. »« Alpha, s'il vous plaît », supplia Silas, se soulageant sur lui-même. « Nous ne savions pas. C'était un désordre. Le bêta Jackson l'a ordonné. »« Jackson », répéta Câline le nom. La trahison avait un goût de cendre. Son propre bêta, son bras droit. Câline sortit son téléphone. Il composa le numéro du chef de sa garde d'élite, un homme nommé commandant Thorne. « Thorne », dit Câline, « bouclez le domaine. Personne ne sort. Et apportez-moi mon épée. »« Monsieur ?» demanda Thorne à l'autre bout du fil. « Je vais exécuter un traître ce soir, » dit Câlin en fixant Silas. « Mais d'abord, je vais faire chanter ces deux-là. » Câline ne les tua pas immédiatement. Cela aurait été trop clément. Il fit emmener Lydia et Silas par les hommes de Thorne vers les cellules de détention au sous-sol de la maison principale. Il porta Séraphina lui-même. Le retour à travers le domaine fut un spectacle. Les invités étaient toujours pétrifiés dans la salle de bal, murmurant nerveusement. Lorsque les portes s'ouvrirent et que le roi Alpha entra, portant une servante ensanglantée et malmenée dans ses bras avec un enfant sale accroché à sa jambe, le silence revint. Séraphina enfouit son visage contre son torse. « Pose-moi », murmura-t-elle faiblement. « Tout le monde regarde. Tu te donnes en spectacle. »« La seule honte dans cette pièce, » annonça Câlin, sa voix portant dans chaque recoin de la salle, « est que ma meute ait laissé cela se produire sous mon nez. » Il traversa la foule d'un pas droit. Il fixa le sénateur Mitchell dans les yeux. Il fixa les alphas en visite. Il les défia du regard de parler. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint la suite royale au dernier étage, un endroit où personne n'était autorisé à entrer sauf lui. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et déposa doucement Séraphina sur l'immense lit de taille royale. Les draps de soie qui valaient des milliers de dollars furent instantanément tachés de terre et de sang. Câlin ne s'en souciait pas. « Abigail », dit Câlin doucement, « il y a une salle de bain juste là, une grande baignoire. Peux-tu aller laver la boue sur tes mains ? Il y a des serviettes moelleuses. » Abigail regarda sa mère. Séraphina hocha la tête faiblement. « Vas-y, bébé, tout va bien. » Une fois qu'Abigail fut dans la salle de bain et que l'eau coulait, Câlin se tourna vers Séraphina. Il prit la trousse de premier secours de qualité militaire qu'il gardait dans la suite. Il commença à nettoyer ses blessures.
Pourquoi ? Demanda Kalin, la voix chargée d'émotion. Pourquoi n'es-tu pas venue vers moi ? 5 ans, Séraphina. Je t'ai cherchée. Je te croyais morte. Séraphina grimaça lorsqu'il appliqua de l'antiseptique sur une coupure à son épaule. Je suis venue, murmura-t-elle. Il y a 4 ans, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me suis présentée aux portes. Kalin se figea. Je ne t'ai jamais vue. Jackson m'a rencontrée, dit-elle, les larmes coulant de ses yeux. Il m'a dit que tu étais au courant pour le bébé. Il m'a dit que tu ne voulais pas d'un bâtard de sang mêlé qui ruinerait ta réputation. Il a dit que tu avais ordonné que je sois mise au travail dans les cuisines, sinon tu tuerais le bébé. Kalin lâcha le coton-tige. Il a menti, rugit Kalin, puis il baissa instantanément la voix pour ne pas l'effrayer. Il a menti, Séraphina. J'aurais brûlé le monde entier pour te retrouver. Il m'a pris ma louve, sanglota-t-elle. Il a mis de l'aconie dans ma nourriture pendant des années pour que je ne puisse pas me transformer, pour que je ne puisse pas créer de lien avec toi. J'étais une esclave dans ta propre maison, Kalin. Je lavais tes vêtements, je nettoyais tes sols, je te regardais depuis l'ombre. Kalin se sentit mal, physiquement mal. Il se souvint avoir croisé une servante dans le couloir il y a quelques mois. Elle avait gardé la tête basse. Il avait senti une odeur ténue, de la vanille, mais l'avait ignorée, pensant à un produit de nettoyage. Il était passé juste à côté de sa propre compagne alors qu'elle souffrait. « Et Abigail ?» demanda Kalin. Il gardait Abigail cachée dans les vieux quartiers des domestiques. Il disait que si jamais Abigail te montrait son visage, tu lui briserais le cou. Kalin se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il contempla son vaste domaine. Il lui semblait être une prison à présent. Jackson Ridley, son bêta, son ami d'enfance. Pourquoi ? Pourquoi Jackson ferait-il cela ? Il veut la place d'Alpha, dit Séraphina doucement, lisant dans ses pensées. Il m'a dit une fois, alors qu'il était ivre, qu'un alpha avec une compagne faible et un enfant bâtard est vulnérable, mais qu'un alpha sans héritier finit par devoir passer son titre à son bêta. Tout prenait sens. Kalin n'avait aucune autre famille. S'il mourait sans héritier, Jackson hériterait de la meute. Mais si Kalin avait un fils au sang d'alpha puissant, Jackson ne serait jamais roi. Jackson avait donc gardé Séraphina en vie comme moyen de pression, avait supprimé sa louve pour que Kalin ne puisse pas ressentir le lien de compagne, et avait gardé Abigail cachée, attendant le moment opportun pour s'en débarrasser. Ce soir, avec la bouteille de vin cassée, Jackson avait décidé que le moment était venu. Si Abigail ne s'était pas échappée, ils seraient tous les deux morts au matin. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Abigail sortit. Il était propre maintenant, bien que ses vêtements ne fussent que des haillons. Il ressemblait tellement à Kalin que c'en était douloureux. « Est-ce que maman va bien ?» demanda Abigail. Kalin s'approcha et souleva son fils. Il le serra fort, humant son odeur. « Maman va être la reine, Abigail. Et toi ?» Kalin toucha le front du garçon. « Toi, tu es un prince. » On frappa à la porte. Un coup sec et urgent. « Entrez !» aboya Kalin. Le commandant Thorne entra. Il avait l'air grave. Il tenait une tablette à la main. « Alpha !» dit Thorne en détournant les yeux du lit par respect. « Nous avons sécurisé le périmètre, mais Jackson est parti. »« Parti ?» grogna Kalin. « Il a pris une voiture, mais ce n'est pas le pire. » Thorne hésita. Il a vidé les comptes de la trésorerie de la meute avant de partir. Et il a envoyé un message à la meute des montagnes du Nord, à l'Alpha Grégory. Le sang de Kalin ne fit qu'un tour. L'Alpha Grégory était l'ennemi juré de Kalin. Un chef de guerre brutal et sauvage qui convoitait le territoire Sterling depuis des décennies. Jackson ne s'enfuit pas seulement, réalisa Kalin. Il passe à l'ennemi et il vend nos secrets à Grégory pour acheter sa protection. Séraphina se redressa dans le lit, serrant les draps de soie. Il sait tout, Kalin. Il connaît les routes de patrouille. Il connaît les codes des coffres-forts. Kalin se dirigea vers le mur où pendait une épée décorative. Elle n'était pas décorative pour lui. C'était du fer froid et de l'argent. « Thorne !» dit Kalin, sa voix retombant dans ce registre mortellement calme. Sonnait le corps de guerre. Les yeux de Thorne s'agrandirent. Le corps de guerre n'avait pas sonné depuis 50 ans. « Monsieur, vous m'avez entendu », dit Kalin en se retournant pour regarder sa compagne brisée et son courageux petit-fils. « Jackson pense qu'il peut fuir chez mes ennemis. Il pense qu'il peut faire du mal à ma famille et vivre. » Kalin saisit la garde de l'épée. « Ce soir, la meute d'Obsidian Lake part en guerre, et je vais monter la tête de Jackson Ridley sur mes portes avant le lever du soleil. » Le son du corps de guerre n'était pas comme celui d'une trompette. C'était une vibration gutturale qui secouait les eaux et résonnait depuis la plus haute tour du domaine Sterling. Pour les invités du gala d'argent, la fête était finie. « Évacuez la salle !» hurla le commandant Thorne, sa voix amplifiée par son commandement de loup.
Tous les civils et dignitaires en visite doivent être escortés vers l'aile des invités immédiatement. Tous les guerriers en service actif, présentez-vous dans la cour dans 5 minutes. Le chaos éclata. Des femmes en robe de bal couraient, le bruit des talons claquant frénétiquement sur le marbre. Les serveurs lâchaient des plateaux de champagne. Là-haut, dans la suite royale, le son du corps fit tressaillir Abigail. Il se blottit plus près de sa mère sur le lit. « Tout va bien », murmura Séraphina en lui caressant les cheveux. Sa main tremblait de manière incontrôlable. L'adrénaline s'estompait, et la douleur de l'empoisonnement à l'aconie revenait en force. Sa peau prenait une teinte grisâtre et maladive. Kalin se détourna de la fenêtre. « Je dois y aller. Je dois les mener. »« Je sais, » dit Séraphina. Elle essaya de sourire, mais sa lèvre était fendue. « Callan, fais attention. Jackson sait comment tu te bats. Il s'est entraîné avec toi depuis que vous étiez enfant. » Callan revint vers le lit. Il se pencha et embrassa son front. Elle brûlait de fièvre. « Le docteur Kessler est en route, » dit Callan, la voix serrée. « C'est le meilleur guérisseur de l'État. Il va drainer le poison de ton organisme. Cela fera mal, Séraphina. Je suis désolée. Je peux le supporter, murmura-t-elle. J'ai supporté le fouet de Lydia pendant 5 ans. Je peux supporter une aiguille. » La porte s'ouvrit, et un homme plus âgé aux cheveux argentés et à l'expression frénétique entra précipitamment en portant une grande mallette médicale. « Docteur Kessler, Alpha, Alta Kessler en inclinant la tête. J'ai appris la nouvelle. Voici ma compagne, » dit Kalin fermement. « Et mon fils. Traitez-la comme vous me traiteriez moi-même. Si elle meurt, Kessler, l'hôpital brûle. » « Compris, Alpha, » répondit Kessler immédiatement, en enfilant ses gants et en se précipitant au chevet de la malade. Kalin se tourna vers Abigail. Le garçon paraissait tout petit, effrayé et déplacé dans le luxe de la pièce. Kalin s'agenouilla. Il fouilla dans sa poche et en sortit une lourde chevalière. Elle était en onyx noir avec le blason Sterling, un loup hurlant à la lune gravé en argent. « Abigail, » dit Kalin. « Oui, monsieur, » couina Abigail. « Pas monsieur, » corrigea Kalin doucement. « Papa. » Les yeux d'Abigail s'agrandirent. Il testa le mot sur sa langue. « Papa, je dois aller attraper l'homme méchant, » dit Kalin. Il prit la petite main d'Abigail et plaça la lourde bague dans sa paume. Elle était bien trop grande pour le doigt du garçon. « Garde cela précieusement pour moi. Cette bague signifie que tu es un Sterling. Cela veut dire que plus personne ne pourra jamais te donner d'ordre. Tu es un prince, Abigail. Reste fière. » Abigail ferma son poing sur la bague. Il hocha la tête, sa petite mâchoire se crispant dans un regard de détermination qui reflétait parfaitement celui de Kalin. « Je surveillerai maman. » « Bon garçon. » Kalin se leva. Il ne regarda pas en arrière. S'il regardait en arrière, il ne serait pas capable de partir. Il sortit de la pièce d'un pas décidé, descendit le grand escalier et sortit par les portes d'entrée. La cour était une mer de loups. 300 guerriers se tenaient en formation. La pluie avait commencé à tomber. Une bruine froide de Seattle qui rendait les pavés glissants. L'atmosphère était électrique de rage. La nouvelle s'était propagée rapidement. Le bêta avait trahi le roi. Le bêta avait torturé la reine. Kalin se tint sur les marches. Il n'avait pas besoin de microphone. « Jackson Ridley a trahi cette meute !» rugit Kalin. Un grognement déchira la foule. « Ah, il a tenu ma compagne en otage dans notre propre demeure. Il l'a torturée. Il a essayé de tuer mon fils. » Le grognement devint un rugissement de furie. Pour les loups, les crimes contre les compagnes et les petits étaient les plus vils qui soient, impardonnables. « Il se dirige vers le col du Nord !» cria Kalin, la pluie plaquant ses cheveux noirs à son front. « Il pense que l'Alpha Grégory le sauvera. Il se trompe. Ce soir, nous ne faisons pas que chasser un traître. Nous envoyons un message au Nord. Restez hors de nos terres. » Kalin retira sa chemise de smoking ruinée. Ses muscles roulaient sous le clair de lune. Il renversa la tête et poussa un hurlement qui fit vibrer les fenêtres du domaine. Les os craquèrent, des poils poussèrent. En quelques secondes, là où l'homme se tenait, un loup massif de minuit dominait désormais l'assemblée. Il faisait 2 fois la taille d'un loup normal, sa fourrure était d'un noir de jais, ses yeux brillaient d'un rouge incandescent. Il fit volte-face et s'élança vers la lisière de la forêt. 300 loups se transformèrent et le suivirent. La terre trembla. La chasse était ouverte. La poursuite fut brutale. Jackson avait une avance, peut-être 40 minutes. Il conduisait une Porsche 911 volée dans la flotte de la meute. Une voiture capable d'atteindre 180 miles par heure sur l'autoroute. Mais Kalin et ses guerriers ne prenaient pas l'autoroute. Ils empruntaient la piste des loups, une ligne droite à travers les forêts denses, sautant par-dessus les ravins, déchirant les broussailles.
Ils étaient portés par l'endurance surnaturelle du lien de la meute. Kalin pouvait le sentir. Même à travers la pluie, l'odeur de Jackson était distincte. Parfum coûteux et peur. Mais sous cela, il y avait une autre odeur dérivant du nord. Pin et viande pourrie, la meute du nord. Kalin poussa plus fort, ses pattes massives déchirant la terre. Plus vite, commanda-t-il par le lien mental. Ils se rejoignent à Blackwood Ridge. Blackwood Ridge était un tronçon de route périlleux qui serpentait à travers les falaises, séparant le territoire de Kalin des terres sans loi du nord. Alors que la meute débouchait de la lisière de la forêt sur l'asphalte de la route de montagne, ils le virent. La Porsche argentée était arrêtée au milieu de la route, son moteur tournant au ralenti. Mais elle n'était pas seule. Bloquant la route se trouvaient 4 camions blindés lourds, de qualité militaire. Des hommes en sortaient en masse. Pas seulement des hommes, mais des loups transformés, des loups gris, des soldats de l'Alpha Gregory. Ils étaient au moins 50, et ils étaient armés de fusils d'assaut chargés de balles d'argent. Kalin s'arrêta brusquement, ses griffes produisant des étincelles contre la chaussée, ses 300 guerriers se déployant derrière lui, formant un mur de fourrure grondante. Jackson sortit de la Porsche. Il portait toujours son costume de gala, maintenant en désordre. Il tenait une mallette serrée contre sa poitrine. Il regarda l'armée de loups du nord derrière lui, puis Kalin. Il sourit. « Tu es rapide, Kalin !» cria Jackson par-dessus le vent. « Mais pas assez !» Un loup gris massif, balafré et à qui il manquait une oreille, s'avança de la ligne du nord. Il ne reprit pas sa forme humaine, mais sa voix fut projetée dans l'esprit de Kalin. C'était l'Alpha Gregory. « Tu entres sans permission, Sterling », ricana Gregory mentalement. Kalin se transforma. C'était un mouvement vulnérable, mais il avait besoin de parler. Il se tenait nu, fumant dans la pluie froide, ses yeux brûlants d'un rouge vif. « Donne-moi le traître, Gregory », dit Kalin, sa voix étant un grondement bas, « et je te laisserai vivre. » Gregory rit, un son qui ressemblait à un jappement. « Jackson m'a apporté les codes d'accès de tes coffres forts. Il m'a apporté les plans de ton domaine. Pourquoi le rendrais-je? C'est mon nouvel animal de compagnie. Il a trahi son frère, dit Kalin, s'avançant d'un pas. Il te trahira aussi. J'ai fait ce que je devais faire, hurla Jackson, son calme s'effondrant. Tu étais faible, Kalin, obsédé par une fille perdue pendant 5 ans, alors que c'est moi qui dirigeais la meute. Je mérite le trône. C'est moi qui ai maintenu les alliances. Tu as torturé une femme, cracha Kalin. Tu as affamé un enfant. Tu n'es rien. Tuez-le, cria Jackson à Gregory. Tirez maintenant, Gregory hurla. Les soldats du Nord levèrent leurs fusils. Attaquez, rugit Kalin dans le lien mental. Le chaos éclata. Kalin se transforma en plein vol alors qu'il bondissait. Les balles sifflèrent à côté de lui. L'une d'elles érafla son épaule, brûlant comme le feu, de l'argent. Mais il ne s'arrêta pas. Il percuta la ligne de front des loups du Nord comme une boule de bowling. Ce fut un massacre. Les loups d'Obsidian Lake étaient surpassés en nombre par les armes à feu, mais ils avaient l'avantage des griffes et des dents. Ils envahirent donc les camions blindés. Kalin n'avait qu'une seule cible. Jackson essaya de remonter précipitamment dans la Porsche. Il manipula la poignée avec maladresse. Kalin atterrit sur le capot de la voiture, écrasant le métal. Il grogna, son visage à quelques centimètres de celui de Jackson à travers le pare-brise. Jackson hurla, lâchant la mallette. Il s'échappa par la porte passager et commença à courir vers le bord de la falaise. Kalin ne le poursuivit pas instantanément. Il s'occupa d'abord de Gregory. Le massif alpha gris bondit sur le flanc de Kalin. Kalin l'anticipa. Il pivota, saisissant Gregory à la gorge avec ses mâchoires. Le goût du cuivre remplit sa bouche. Gregory était fort, mais Kalin était porté par la rage d'un compagnon protégeant sa famille. Kalin projeta violemment Gregory contre le côté d'un camion blindé. Il serra les dents plus fort. Il y eut un craquement sinistre. Gregory devint inerte. Les loups du Nord, voyant leur alpha tomber, hésitèrent. « Partez !» rugit Kalin, reprenant sa forme humaine, du sang coulant de son menton. « Ou rejoignez-le !» Les mercenaires n'eurent pas besoin de se le faire dire 2 fois. Ils remontèrent précipitamment dans leur camion, ou se transformèrent, et s'enfuirent dans les bois. Ils laissèrent Jackson derrière eux. Kalin se tourna vers la falaise. Jackson se tenait près du garde-corps. En dessous de lui se trouvait une chute de 300 pieds dans la rivière déchaînée. Jackson tremblait. Il tenait un petit pistolet en argent dans sa main. « Recule !» hurla Jackson. « Je vais tirer, j'ai de l'argent !» Kalin s'avança calmement. Il ne se souciait pas de l'arme. Il était inévitable. « Tu n'en as pas le cran, Jackson !» dit Kalin doucement. « Tu ne l'as jamais eu. C'est pour cela que tu as toujours été le bêta. »« Je te hais !» sanglota Jackson. « Tu as toujours tout eu. Le pouvoir, l'argent, la lignée parfaite. Je n'avais rien.
dit Câlin. Jusqu'à ce soir. Jackson leva l'arme. Sa main tremblait violemment. Il visa la poitrine de Câlin. Panne. Câlin ne tressaillit pas. La balle frappa Câlin à l'épaule gauche. Elle le traversa. Câlin grogna, trébuchant d'un pas en arrière, mais il ne tomba pas. Jackson regarda avec horreur. « Pourquoi ne meurs-tu pas » Câlin regarda la blessure. Elle guérissait déjà, l'argent étant expulsé lentement. Son sang d'alpha était trop puissant. « À mon tour » dit Câlin. Il combla la distance en un flou de mouvements. Il ne se transforma pas. Il utilisa ses mains humaines. Il saisit Jackson par la gorge et le souleva du sol, le balançant au-dessus de la rambarde. Jackson griffa le bras de Câlin. « Câlin, s'il te plaît, nous sommes frères. Nous avons grandi ensemble. Mon frère est mort il y a longtemps, » dit Câlin, ses yeux étant froids. « Tu n'es que le rat qui l'a tué. S'il te plaît, je rendrai l'argent. Je quitterai le pays. Tu as touché à mon fils, » murmura Câlin. Il ouvrit sa main. Jackson hurla alors qu'il tombait. Le cri dura 3 secondes avant d'être englouti par le rugissement de la rivière en contrebas. Câlin regarda jusqu'à ce que le corps disparaisse dans l'écume blanche. C'était fait. Il se tourna vers sa meute. Le commandant Thorne tenait son flanc, saignant mais souriant. Les guerriers acclamaient, hurlant à la lune. Câlin n'acclama pas. Il sentait l'argent brûler dans son épaule. Il sentait l'épuisement. « Récupérez la mallette », ordonna Câlin, « et rentrons à la maison. J'ai une reine dont je dois m'occuper. » Le rétablissement prit 2 semaines. La propriété Sterling fut transformée. Le personnel fut purgé. Quiconque était fidèle à Jackson ou à Lydia fut exilé. De nouveaux gardes furent embauchés. Dans la suite royale, Seraphina était allongée dans le lit. Elle avait l'air différente. La pâleur grise était partie, remplacée par un éclat rosé. Elle avait pris quelques livres, bien qu'elle fût encore fragile. L'aconite était sortie de son organisme. Câlin était assis dans un fauteuil près du lit, lisant un rapport sur une tablette. Il n'avait pas quitté son côté plus d'1 heure à la fois. Seraphina s'agita. Ses cils battirent. De l'eau, croassa-t-elle. Câlin fut là instantanément, tenant un verre avec une paille à ses lèvres. « Doucement », murmura-t-il. Elle but, puis ouvrit complètement les yeux. Ils étaient clairs. Le bleu était à nouveau éclatant. « Abigail » demanda-t-elle. C'était toujours sa première question. « Il est dans le jardin. » Câlin sourit doucement. Avec la nounou et 4 gardes du corps, il essaie d'apprendre aux gardes comment jouer au chat. Je pense qu'il est en train de gagner. Seraphina laissa échapper un rire faible. Elle regarda Câlin. Elle tendit la main et toucha le pansement sur son épaule. « Tu es blessé. » « Une égratignure. » Câlin balaya la remarque. « Jackson est parti, Seraphina. Il est mort. Gregory est mort. La meute du Nord s'est rendue et a signé un traité de non-agression. Tu es en sécurité. » Seraphina ferma les yeux, des larmes s'en échappant. « Je n'arrive pas à y croire. Pendant si longtemps, j'ai pensé que j'allais mourir dans ce garage. Jamais, jura Câlin. « Je te le promets, Seraphina. Tu ne ressentiras plus jamais la peur. Il y a une chose, dit Seraphina en se mordant la lèvre. Ma louve, je ne l'ai pas senti. Le docteur a dit... Il a dit que le poison pourrait avoir été permanent. Je pourrais ne plus jamais me transformer. » L'expression de Câlin s'adoucit. Dans leur monde, une compagne sans loup était souvent méprisée. Mais Câlin ne s'en souciait pas. « Cela n'a pas d'importance, » dit Câlin fermement. « Louve ou pas, tu es ma compagne. Tu es la Luna de cette meute. Mais le conseil, » s'inquiéta Seraphina. « Les anciens, ils n'accepteront pas une Luna humaine. Ils te défieront, qu'ils me défient, » grogna Câlin de manière possessive. « Je les mettrai en pièces. »« Non, » dit Seraphina, sa voix reprenant de la force. Elle se redressa pour s'asseoir. « Plus de combat pour moi, Câlin. Si je dois être ta reine, je dois me tenir debout sur mes 2 propres pieds. » Elle rejeta les couvertures. Elle fit basculer ses jambes sur le côté du lit. Elle portait une chemise de nuit en soie que Câlin lui avait achetée. « Seraphina, attends. » Câlin s'approcha pour l'aider. « Ne m'aide pas, » dit-elle doucement. « J'ai besoin de voir si je peux marcher. » Elle se leva, ses jambes tremblèrent. Câlin resta à proximité, les mains prêtes à la rattraper, mais il ne la toucha pas. Elle fit un pas, puis un autre. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le jardin. Elle vit Abigail courir sur l'herbe, riant, portant un t-shirt rouge vif et propre. Il avait l'air heureux. Soudain, Seraphina haleta. Elle se tint la poitrine. « Seraphina !» Câlin paniqua. « Ça brûle !» murmura-t-elle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Câlin, ça brûle !» Ses yeux brillèrent. Pas bleus, or. Câlin se figea. Les yeux d'or étaient rares, extrêmement rares. Ils appartenaient aux loups royaux. « Elle n'est pas partie !» haleta Seraphina.
un sourire éclairant son visage. Elle dormait simplement. Un grognement sourd émana de la poitrine de Séraphina. Ce n'était pas le gémissement faible du garage. C'était profond, résonnant et puissant. Malouve, Séraphina rit, des larmes coulant sur son visage. Son nom est Lyra, et elle est en colère. Câlin sourit de toutes ses dents. Bien, parce que nous avons une réunion de meute ce soir, et je pense qu'il est temps que tu te présentes. La nuit du rassemblement de la meute descendit sur la propriété Sterling comme un lourd rideau de velours. L'air était électrique, chargé du genre de tension qui précède habituellement une tempête ou une révolution. Dans le sanctuaire de la suite royale, Séraphina se tenait devant un grand miroir doré. Pour la première fois en 5 ans, le reflet qui la regardait n'était pas un fantôme. Ce n'était pas la blanchisseuse qui se faufilait à travers les ombres, sentant l'eau de Javel et la peur. Ce soir, elle ressemblait à une reine. Elle portait une robe d'un bleu nuit profond, choisie par Câlin pour égaler les profondeurs d'Obsidian Lake. Le tissu était une soie lourde, drapant son corps en rétablissement et cachant les légères cicatrices blanches sur ses bras. Ses cheveux, autrefois cassants et emmêlés, descendaient maintenant dans son dos en vagues d'un blond miel lustré. Mais la chose la plus coûteuse qu'elle portait n'était pas la robe, ni le pendentif en diamant reposant sur sa clavicule. C'était son expression. Son menton était levé, ses yeux étaient vifs. La porte s'ouvrit. Câlin entra. Il était vêtu de sa tenue formelle d'alpha, un costume anthracite avec des fils d'argent sur les revers signifiant son rang de roi. Il s'arrêta net quand il la vit. « Séraphina » souffla-t-il, le nom quittant ses lèvres comme une prière. Elle se tourna, ses mains lissant la soie de sa robe. La nervosité s'agitait dans son estomac comme des papillons prisonniers. « Est-ce que c'est trop ? J'ai l'impression de porter un déguisement. » Câlin traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il prit ses mains dans les siennes, ses pouces calleux effleurant doucement ses phalanges. « Tu ne portes pas un déguisement. Pendant 5 ans, les haillons étaient le déguisement. Cela est la vérité. » Il se pencha, pressant son front contre le sien. « Tu n'es pas obligé de faire cela. Je peux descendre là-bas et leur ordonner de s'incliner. Je peux arracher la gorge de quiconque te regarde de travers. »« Non, » murmura Séraphina, reculant pour regarder dans ses yeux gris acier. « Si tu les forces, ils t'en voudront. Ils ont besoin de me voir. Ils ont besoin de savoir que la femme qui a frotté leur sol est assez forte pour diriger leurs armées. » Un petit mouvement brusque les interrompit. Abigail arriva en courant de la salle de bain, glissant sur ses genoux sur le sol poli. « Regardez-moi » cria Abigail. Il portait une version miniature du costume de Câlin, complété par un minuscule nœud papillon qui était légèrement de travers. « Je ressemble à un patron. » Séraphina rit, le son étant clair et joyeux, dissipant la tension dans la pièce. Elle s'accroupit, ignorant le risque de froisser sa robe, et attira son fils dans ses bras. « Tu ressembles à un prince, Abigail, le plus beau prince du monde. Est-ce que nous allons aller faire peur aux méchants maintenant ?» demanda Abigail, ses yeux étant grands et innocents. Câlin ajusta le nœud papillon d'Abigail, son visage étant sérieux, mais ses yeux étant doux. « Nous n'allons pas leur faire peur, Abigail. Nous allons leur montrer à quoi ressemble une vraie famille. Es-tu prêt ?» Abigail serra la chevalière en onyx qui pendait à une chaîne autour de son cou. Prêt. Câlin se leva et offrit son bras à Séraphina. « Ma reine !» Séraphina prit une profonde inspiration. Elle pouvait sentir Lyra, sa louve, faire les 100 pas dans sa poitrine, non pas avec anxiété, mais avec anticipation. « Allons-y », dit-elle. Le grand hall était un espace caverneux de pierre et de bois, éclairé par des lustres en fer portant des centaines de bougies. Il était rempli au maximum de sa capacité. 500 loups se tenaient épaule contre épaule. Une mer de visages anxieux. Les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Le bêta est mort. Le roi a un fils. Le roi s'accouple avec la domestique. À la tête de la pièce, sur une estrade de pierre surélevée, siégeait le conseil des anciens. Au centre siégeait l'ancien Vartor. C'était le loup le plus âgé de la meute. Un homme dont la peau ressemblait à du parchemin froissé et dont les yeux étaient laiteux à cause des cataractes. Il s'appuyait sur une canne surmontée d'un crâne en argent, son visage étant figé dans une grimace permanente de désapprobation. Les lourdes portes en chêne au fond de la salle gémirent en s'ouvrant. Le héros frappa son bâton contre le sol. Le roi Alpha Câlin Sterling, le prince Abigail Sterling, et... Le héros hésita pendant une fraction de seconde, un léger tremblement dans sa voix. Séraphina. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut suffocant. Câlin entra le premier, tenant la main d'Abigail. Il projetait une dominance pure et non altérée. Son aura émanait de lui par vagues, forçant les loups des rangs du fond à détourner le regard.
Il marcha droit vers le trône, soulevant Abigaël sur ses genoux tandis qu'il s'asseyait. Ensuite, Séraphina entra. Elle marchait seule, 3 pas derrière l'alpha, comme c'était la coutume. Elle gardait la tête haute, ses yeux fixés sur le trône vide à côté de Câlin, mais elle pouvait les entendre. Les loups ont une excellente audition et ils n'étaient pas subtils. C'est elle, la servante. Elle a l'air trop fragile. J'ai entendu dire que Jackson avait brisé son esprit. C'est une insulte à la meute. Une Luna domestique. Séraphina ne tressaillit pas. Elle laissa les murmures couler sur elle comme de l'eau. Elle monta les escaliers de l'estrade et se tint aux côtés de Câlin. Elle ne s'assit pas. L'ancien Vartor tapota sa canne sur le sol de pierre. Clic, clic, clic. Alpha Kálin, croassa Vartor, sa voix grinçant comme des feuilles sèches. Nous reconnaissons l'enfant. Les tests sanguins sont irréfutables, mais la femme... Il pointa un doigt noueux et tremblant vers Séraphina. Cela est une erreur. La prise de Kálin sur l'accoudoir de son trône se resserra jusqu'à ce que le bois craque. Fais attention, Vartor. Je parle pour la meute, cria Vartor, sa voix étant étonnamment forte. La Luna d'Obsidian Lake doit être une guerrière. Elle doit être de sang noble. Cette femme, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de lignée. Pendant 5 ans, elle a nettoyé nos toilettes et lavé notre vaisselle. C'est une oméga. Elle est faible. Je suis d'accord, cria un loup plus jeune dans la foule, enhardi par l'ancien. Nous avons besoin de force, pas d'un cas social. La salle éclata en cris. Des disputes éclatèrent entre les jeunes loups progressistes et les anciens traditionalistes. Les yeux de Câlin brillèrent en rouge. Il commença à se lever, prêt à libérer sa voix d'alpha pour écraser la dissidence. Séraphina plaça une main calme sur son épaule. « Reste assis », dit-elle doucement. Câlin leva les yeux vers elle, stupéfait. « Séraphina, reste assis, Câlin. Si tu te bats pour moi, ils penseront que je ne peux pas me battre pour moi-même. » Elle passa devant lui. Elle marcha jusqu'au bord de l'estrade, regardant Vartor, regardant les 500 visages qui la fixaient avec jugement. « Vous parlez de force, ancien Vartor, » dit Séraphina. Sa voix n'était pas un cri, mais elle parvint jusqu'au fond de la pièce avec une clarté cristalline. « Vous mesurez la force par le nombre d'ennemis que vous avez tués, par la lourdeur de l'épée que vous pouvez soulever. » Elle commença à descendre les escaliers, s'avançant dans la foule. Les gardes se tendirent, mais elle leur fit signe de ne pas bouger. « Pendant 5 ans, » continua Séraphina, marchant droit vers l'ancien, « on m'a nourri à l'aconite chaque matin. Savez-vous ce que l'on ressent ?» Elle s'arrêta devant un guerrier corpulent qui se moquait d'elle plus tôt. Il détourna le regard, incapable de croiser le sien. « On a l'impression d'avaler du feu, » dit-elle. « On a l'impression que vos veines sont remplies d'acide. Cela vous déconnecte de votre âme. La plupart des loups meurent après 1 semaine d'un tel empoisonnement. J'en ai pris pendant 1825 jours. » Elle se tourna vers Vartor. « J'ai pris le fouet, » siffla-t-elle, sa voix tombant dans un registre dangereux. « J'ai enduré la faim. J'ai dormi sur le béton au plus profond de l'hiver, et je l'ai fait sans me transformer, sans ma louve pour me guérir. J'ai enduré un enfer qui aurait brisé n'importe quel guerrier dans cette pièce. » Vartor ricana, bien qu'il se reculât dans son fauteuil. « L'endurance n'est pas le pouvoir, jeune fille. C'est simplement de la souffrance. Une Luna a besoin d'un loup puissant. Et le tien est estropié, brisé. » Séraphina sourit. C'était un sourire terrifiant. « Brisé ?» murmura-t-elle. Elle ferma les yeux. Elle alla puiser profondément à l'intérieur d'elle-même, à l'endroit où Laconie avait construit un mur, et elle démolit le mur. « Lyra » appela-t-elle. « Montre-leur. » Séraphina ouvrit les yeux. Un halètement collectif vida l'air de la pièce. Ses yeux n'étaient plus bleus. Ils étaient d'un or fondu, tourbillonnant. « Or » bégaya Vartor, laissant tomber sa canne. « La marque royale. » La pression dans la pièce monta en flèche. Ce n'était pas seulement la pression d'un alpha, c'était quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait le goût de l'ozone et de la vieille magie. Les yeux d'or étaient un mythe, un trait de la lignée royale Valerius que l'on pensait éteinte depuis un siècle. Séraphina ne se transforma pas, mais son ombre sur le mur sembla grandir, prenant la forme d'une bête massive et grondante. « Mon nom !» annonça Séraphina, sa voix étant doublée d'un grognement qui fit trembler les lattes du plancher. « Est-ce Séraphina Valerius ? Je suis la dernière fille de la meute de la lune d'argent, et je ne suis pas brisée. » Elle libéra son aura. Elle frappa la foule comme une onde de choc physique. L'instinct prit le dessus. Ce ne fut pas un choix. Chaque loup dans la pièce, les guerriers, les anciens, les sceptiques, tomba à genoux. Même Vartor,
tremblant violemment, glissa de son siège pour incliner la tête vers le sol. Séraphina se tenait seule, au milieu d'une mer de têtes inclinées. Elle regarda Câlin. Il était debout maintenant, tenant Abigaël, la regardant avec une crainte absolue. Séraphina retint son aura. Ses yeux redevinrent bleus. « Levez-vous » ordonna-t-elle. La meute se releva précipitamment. Le jugement avait disparu, remplacé par une révérence terrifiée. « Je ne veux pas de votre peur » dit Séraphina, sa voix s'adoucissant. « Je veux votre loyauté. Pas pour moi, mais pour mon compagnon et mon fils. Nous sommes la meute Sterling. Et à partir de ce jour, nous ne plions pas. »« Salut à la Luna !» rugit le commandant Thorne, dégainant son épée. « Salut à la Luna !» cria la meute en retour, un mur de son assourdissant. Câlin descendit les escaliers en courant. Il ignora le protocole. Il ignora le conseil. Il souleva Séraphina dans ses bras et la fit tournoyer, enfouissant son visage dans son cou. « Une Valerius !» Il rit, à bout de souffle. « Tu es de la royauté. Tu es d'un rang supérieur au mien. » Seulement sur le papier, taquina-t-elle en s'agrippant à ses épaules. Il la reposa au sol, rayonnant. La tension se brisa. La musique commença. Les serveurs commencèrent à circuler avec du vin. La célébration avait officiellement commencé. Mais alors que l'adrénaline retombait, Séraphina le sentit à nouveau. Ce battement. Elle vacilla, agrippant le bras de Câlin. « Séraphina ?» Le sourire de Câlin disparut instantanément. « Es-tu blessée ? Est-ce que l'aura t'a épuisée ? » « Non, » dit-elle en clignant des yeux. La pièce tournait légèrement. Elle plaça une main sur son ventre. « Non, ce n'est pas de la douleur. C'est... » Elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. « Câline, » murmura-t-elle. « Lyra me dit quelque chose. Est-ce que c'est... Est-ce que le poison est revenu ? » Non. Elle saisit sa main et la pressa fermement contre son bas-ventre. « Écoute, utilise tes sens d'alpha. Écoute au-delà de mon propre rythme cardiaque. » Câlin fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que je cherche à entendre ? Écoute simplement. » Câlin ferma les yeux. Il fit abstraction de la musique, des rires, du cliquetis des verres. Il se concentra entièrement sur la femme devant lui. Boum, boum, son cœur, fort. Voum, ses poumons. Et puis, plus profondément, plus faiblement. Chut, 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 chut. 2 rythmes distincts et rapides, comme les ailes d'un colibri. Les yeux de Câlin s'ouvrirent brusquement. Il s'arrêta de respirer. Il regarda son ventre, puis son visage. « Impossible, » bégaya-t-il. « Nous n'avons pas été ensemble depuis les bois ?» dit Séraphina, des larmes coulant sur ses cils. « Il y a 5 ans. Mais comment ? Stase, » murmura-t-elle. « Mon corps savait que je ne pouvais pas les nourrir. Il savait que le poison les tuerait. Alors il les a mis en pause, tout comme il a mis Lyra en pause. Ils ont dormi, Câlin, attendant que nous soyons en sécurité. « Il ?» s'étrangla Câlin. « Écoute encore, » sourit-elle. Câlin écouta. Les rythmes étaient légèrement désynchronisés. 2 cœurs, des jumeaux, murmura-t-il. Il tomba à genoux, non pas en signe de soumission, mais d'adoration. Il entoura sa taille de ses bras, pressant son visage contre la soie de sa robe. Le roi Alpha, l'homme le plus redouté de la côte, pleurait ouvertement au milieu de son hall. La musique s'arrêta progressivement. La meute regardait, confuse. Câlin se leva lentement. Il essuya son visage, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire. Il avait l'air de pouvoir conquérir le monde d'une seule main. Il saisit un gobelet de vin et le leva bien haut. « Ida, ce soir, » rugit Câlin, sa voix se brisant d'émotion. « Nous ne célébrons pas seulement une victoire, nous célébrons un miracle. » Il attira Séraphina tout près de lui. La lignée Sterling est assurée. Des jumeaux. Pendant une seconde, la salle fut stupéfaite. Puis l'explosion de bruit fut fracassante. Des hurlements de pure joie éclatèrent. Pour une meute de loups-garous, la fertilité était la bénédiction ultime. Avoir des jumeaux après une telle tragédie était un signe que la déesse de la lune elle-même veillait sur eux. Abigaël tira sur le pantalon de Câlin. « Papa, c'est quoi des jumeaux ?» Câlin rit, ramassant son fils et serrant sa famille contre lui. « Cela veut dire que tu vas être un grand frère, Abigaël. » 2 fois. Les yeux d'Abigaël devinrent immenses. « Est-ce que je dois partager mes jouets avec 2 d'entre eux ?»« Oui, » dit Séraphina en embrassant la joue de son fils. « Mais tu auras 2 loups de plus pour assurer tes arrières. » La célébration dura jusqu'à l'aube. Alors que le soleil commençait à pointer au-dessus des montagnes, peignant le ciel de teintes violettes et orangées, Câlin et Séraphina se tenaient sur le balcon de la suite royale. Abigaël dormait à l'intérieur, épuisée par l'excitation. Câlin se tenait derrière elle, ses bras l'enveloppant,
ses mains reposant protectriquement sur son ventre. « J'ai manqué tellement de choses », murmura câlin dans ses cheveux. « J'ai manqué les premiers pas d'Abigail, ses premiers mots. Je me hais pour cela. »« Ne fais pas cela », dit Séraphina doucement, s'appuyant contre sa chaleur. « Nous avons survécu, Câline. C'est cela qui compte. Je ne manquerai pas une seule seconde de ceci, jura-t-il, sa voix étant féroce. Je ne te quitterai plus jamais. » Séraphina regarda par-delà la vaste étendue du domaine. Le cauchemar du garage avait disparu. Le traître Jackson était mort. Le silence de la maison était remplacé par les battements réguliers et rythmiques de 3 nouveaux cœurs, celui de son compagnon et les 2 miracles grandissant en elle. « Je sais », murmura-t-elle, « nous sommes enfin à la maison. » Et c'est ainsi que l'histoire raconte comment la bravoure d'un garçon de 5 ans a sauvé un royaume entier. Jackson et les anciens pensaient que le pouvoir venait de la cruauté et de la lignée, mais Séraphina a prouvé que la véritable force vient de l'endurance et de l'amour. Callan n'a pas seulement récupéré son trône, il a obtenu la seule chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter, une famille qui ne se briserait jamais. Qu'avez-vous pensé du rebondissement concernant les jumeaux? Est-ce que la révélation de la louve d'or de Séraphina vous a donné des frissons? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus de contenu de ce genre. Et assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer la prochaine aventure. Merci d'avoir regardé.